Gilles Saucier, bonsoir. Je suis ravi de parler avec vous de ce livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu. On ne doit pas vous lire ça souvent chez vous. C'est un livre formidablement exotique pour un Belge. Parce que, évidemment, les Canadiens n'y verront pas forcément l'exotisme que j'y vois moi, mais l'Ontario, la manière dont vous me parlez de l'Ontario, c'est tout à fait neuf pour moi. C'est formidable. C'est exotique aussi pour, je dirais même les Canadiens et les Québécois, parce que ça se passe dans le Nord. Et c'est pas un endroit qui est très connu, qui est très fréquenté, parce que c'est plus difficile d'accès et c'est parce que c'est plus isolé, mais c'est aussi exotique, je crois, pour les Québécois et les Canadiens. Alors, ce qui est magnifique, c'est que vous nous emmenez non seulement dans ce Nord, mais vous nous emmenez dans le passé de ce Nord. Et là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Ce sont ces school trains, ces écoles itinérantes qui allaient dans la forêt de 20 en 20 kilomètres proposer à des enfants de trappeurs de venir pendant une journée ou deux journées faire l'école et puis qui revenaient un peu plus tard quand ils avaient fait leur devoir ou leur leçon. Oui, bien, écoutez, je vous pardonne de ne pas connaître les school trains parce que personne ici à peu près les connaît, même pas en Ontario. Moi, j'ai réussi, bon, je ne sais pas, il y a eu un hasard comme ça, c'est un cadeau de la vie, là, mais c'était pas connu et c'est comme ça j'ai rencontré des anciens étudiants, là, des anciens élèves des school trains et c'est vraiment les school trains, ça m'a fasciné. Et c'est le narrateur qui porte ma propre fascination des school trains. Mais vraiment, c'était les gens qui ont fait leur scolarité sur les school trains gardaient cette même fascination-là. Ils m'en parlaient avec des yeux brillants. Tellement Oh. c'était un rêve qui leur apportait sur vous, là. On sent vraiment que c'est quelque chose qui a marqué ceux qui y sont passés. On peut imaginer d'ailleurs, vous savez, je suis allé voir moi sur Google, j'ai tapé School Trains, et il y a quand même quelques photos d'archives qui sont assez incroyables, hein. Oui, parce qu'on les voit, les school trains, ce qui est incroyable dans ce cas-là, bon, c'était un wagon de train qui était transformé en classe d'école et qui allait porter l'éducation aux enfants de forêt, c'est-à-dire aux enfants des cheminots, des gardes-feux, des autochtones qui vivaient dans des endroits isolés. Et bon, alors les enfants, pendant 3, 4 jours, ils apprenaient à lire, écrire, un peu de géographie, un peu d'histoire. Et il arrivait un train qui venait chercher le school train et il l'amenait à un autre arrêt à 15 kilomètres plus loin. Et le school train faisait ainsi 4, 5 arrêts pour éduquer les enfants et sur une ligne de 100 ou 200 kilomètres. Et un mois Ouais. après, il revenait au premier arrêt où attendaient les enfants avec qui avaient fait leurs devoirs et leçons. Et l'enseignant voyageur vivait dans le school train. Il y avait comme un petit logis à l'arrière du school train. Et il se mariait bien souvent. Et il y avait des enfants. Et les 3, 4 enfants de l'enseignant voyageur vivaient aussi sur le school train. Bah, ça nous amène à parler de votre héroïne. Est-ce que c'est une héroïne, Gladys? Oui, c'est une héroïne. Elle est formidable, elle est positive, elle est incroyable. Si ce n'est qu'au début de ce livre, bah, elle a disparu. Et ce que je trouve magnifique, c'est que la personne qui raconte, eh ben, on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop quelles sont ses motivations, on va le comprendre peu à peu. Mais en fait, il y a deux enquêtes. Il y a l'enquête qu'elle mène, elle, pour savoir ce qu'est devenu Gladys et pourquoi elle a pris un train un matin et qu'on a perdu sa trace, ou à peu près, parce qu'on la retrouve ici et là. Et puis, d'autre part, on va essayer de comprendre, et ça, c'est l'autre enquête, c'est celle que fait le lecteur ou la lectrice, et qui est cette personne qui parle et pourquoi elle s'est tellement intéressée à cette histoire. J'ai beaucoup aimé votre manière d'enchasser ce récit, en fait. Oui, ben c'est ça, c'est deux histoires pardon, d'errance ferroviaire entremêlées. Oui, et je voulais que le lecteur participe à l'enquête parce qu'il s'agit vraiment d'une enquête. Et je voulais qu'il participe, qu'il s'interroge, mais qui est cet homme? Pourquoi il s'est lancé à la trace de Gladys comme ça? Et ensuite, on comprend qu'il est mal à l'aise avec ça et on comprend, bon, le livre, au départ, ça s'appelait Chronique à train perdu parce que c'est véritablement une chronique. Et il y a bon aussi bon l'enquête sur l'errance de Gladys, l'enquête sur que fait le lecteur sur l'errance du narrateur. Et puis il y a aussi qu'est-ce qui va advenir de cette chronique-là, là, de ce récit-là. Le récit devient comme un élément un personnage aussi du roman. C'est une quête identitaire, en fait, ce livre.
Ouais, c'est comme tous les romans, c'est une recherche de sens. On étale une vie, c'est ces éléments les plus significatifs, et puis on cherche un sens à ces vies-là, puis on s'interroge aussi sur notre propre vie. Donc, c'est l'utilité des romans. C'est sûr que c'est une quête de sens, c'est toujours ça. Vous insistez beaucoup sur la manière dont les gens dans le village de Gladys se connaissent tous, s'entraident, mais en réalité, derrière cette entraide et cette connaissance, se cache derrière une incroyable pudeur. En fait, on ne veut pas trop savoir ce que les autres vivent en réalité. Ça, c'est très caractéristique des gens du Nord. Cette pudeur du sentiment, ces gens taiseux, qui ne parlent pas beaucoup, qui se méfient aussi même un peu de leurs sentiments, de leurs émotions. Bon, on parle du Nord, c'est grand, c'est neuf. La vie est difficile, les hivers sont très longs. Donc, ce sont des gens qui sont toujours comme en combat aussi, là. Donc, oui, ils se méfient de leur propre. Ce sont des gens taiseux. C'est aussi, bon, c'est un peu caractéristique aussi des Québécois, mais des gens du Nord, c'est encore plus marqué. Et moi, ce qui m'intéressait dans les gens du Nord, c'est ça. Ben, j'habite moi-même dans le Nord. Donc, c'est ce territoire-là qui est habité par les gens qui, c'est vaste. On est quoi? On est 2 habitants au kilomètre carré. Alors, quand on a autant d'espace vital, on se sent comme propriétaire de son propre coin de planète. Ça donne une grande force de vie, une grande indépendance d'esprit. C'est une autre façon d'appartenir au monde. Et c'est ce qui vous a façonné dans l'écriture aussi? Vous pensez que vous êtes véritablement produit de cette région comme romancière? Ah, oui, je crois. Oui, moi, je suis romancière essentiellement. Je n'écris que du roman. J'aime le souffle du roman, j'aime l'espace, la phrase, j'aime plonger dans l'imaginaire. Mais c'est sûr que tous mes romans sont habités par le Nord. Parce que je trouve que bien on ne le retrouve pas dans la littérature francophone. Je trouve que la littérature francophone est habitée par le soleil. Alors que, bon, ça ici, c'est le Nord, c'est vaste, c'est grand, et c'est surtout la force qu'il y a ici. Oui, c'est ça qui m'intéresse, cette autre façon de vivre et ouais, d'interroger le monde. De la force, il en faut énormément à Gladys, hein, votre personnage errant, on va dire, de femme qui est en fin de vie. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais il en faut beaucoup de la force pour faire ce qu'elle fait. C'est pas seulement parce que le climat s'y prête, c'est un personnage héroïque que vous aviez envie de montrer, héroïque jusque dans sa manière de vouloir être heureuse. Ouais, voilà. C'est un roman, bon, c'est un roman aussi qui s'interroge sur le bonheur. Parce que d'un côté, il y a cette femme, Gladys, c'est une optimiste forcenée, qui croit qu'on doit être heureux. D'ailleurs, sa phrase fétiche, sa ligne de vie, c'est quand on a connu le bonheur, il est impossible de croire qu'il n'est plus possible. Et à côté d'elle, il y a Lisa, sa fille, qui se fout complètement d'être heureuse, d'être malheureuse, de vivre, de mourir, qui est absente à elle-même et au monde. Donc, c'est ce roman-là, bon, il y a ces deux femmes-là, puis sa mère qui veut amener sa fille, qui a aucune appétence pour la vie, qui veut l'amener du beau côté de la vie. Et c'est un roman qui s'interroge sur le bonheur parce que, surtout dans nos sociétés nord-américaines, il y a ce que j'appellerais une tyrannie du bonheur. C'est une quête obsessionnelle du bonheur, à croire qu'on est né avec un sourire dans la face alors qu'on est sorti du ventre de notre mère en criant plein poumon. Et je crois que cette quête de bonheur-là, obsessive du bonheur-là, à force de se demander si on est heureux ou pas, mais on croit qu'on est malheureux. Mais bon, heureux et malheureux tout le temps, comme dit un poète d'ici, Gilles Vigneault, heureux et malheureux tout le temps, parfois c'est ça la vie. Mais cette quête du bonheur-là aussi, ça cause, je crois, quand même, les gens qui n'ont pas cette capacité d'être heureux, puis donc
on les rend encore plus malheureux à vouloir essayer d'être heureux, comme dans le cas de Gladys avec sa fille. Finalement, bon, sa quête, on le sait, elle cherche bon, une alternative pour sa fille et elle va la trouver du côté d'une autre personne qui, elle aussi, se fout du bonheur. Et Ouais. elle va trouver un espace de vie qui lui convient. Qui a l'air d'avoir croisé sa route tout à fait par hasard et qui va devenir quelqu'un d'important. J'avais envie juste, avant qu'on doive se quitter, parce que malheureusement l'heure tourne, de dire la manière dont vous parlez de ce village qui est totalement improbable, dont j'ai découvert l'existence grâce à vous, le village de Gladys, Svastika, donc c'est quand même la croix gammée, hein, et vous dites un patelin qui avait l'impudence, l'inconscience, l'arrogance de s'afficher sous ce nom, et encore plus impudent, inconscient, arrogant, s'était battu pour le conserver. Alors ça, pour moi, ça c'était non seulement une découverte de savoir qu'il y avait un village qui existait sous ce nom, mais qu'en plus, ses habitants s'étaient battus pour le conserver. Je trouve ça merveilleux. Moi aussi, quand j'ai traversé, bon, je me promenais dans le nord de l'Ontario et puis j'ai vu cette pancarte qui annonçait cette petite bourgade-là, parce que c'est même pas un village, même pas une ville. Et j'ai été, bon, je dirais, un étonnement scandalisé de voir ce nom-là. Et puis, bon, j'ai fait ma recherche comme vous, mais bien avant, là. Et puis, bon, j'ai vu qu'il y avait eu des luttes pour garder ce nom-là. Et j'ai rencontré des gens, et puis, ils avaient la même attitude que les gens de Swastika dans le roman. Ils étaient un peu gênés de porter ce nom-là, mais en même temps, il y avait une espèce de fierté un peu, oui, un peu arrogante, de dire, bien, on défie. Il y a cette... et ça, c'est aussi cette façon de défier les bonnes habitudes, défier les bonnes mœurs, défier les bonnes gens. Ouais. C'est une attitude très du Nord, ça. C'est très nordique, ça. Mais, et puis dans ce roman-là, il y a, bon, il se promène entre la fiction et la réalité, parce que, bon, c'est un village qui existe, les training schools existent, et il y a eu aussi deux personnages qui existent vraiment, et c'est l'historien amateur, et ainsi que, il existe vraiment, Bernie, il existe vraiment, il a accepté de jouer un rôle fictif dans ce roman-là, et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu jouer comme ça avec entre la réalité et la fiction, mais je me suis amusée, mais très durement. Merci beaucoup, hein, Jocelyne Saucier. Moi, je recommande très, très chaudement ce livre à tous les lecteurs belges qui ne le connaissent peut-être pas et qui ne vous connaissent peut-être pas. Et comme moi, ils y verront un exotisme fabuleux. Mais merci surtout pour votre plume et le plaisir que j'ai pris à vous lire. Merci à vous.